Donc bienvenue dans cette table ronde qui traite d'un sujet aussi important que passionnant. Je vais vous présenter dans quelques instants les trois collègues avec qui nous avons préparé dans une belle ambiance cette table ronde, avec Yann et Marie-Hélène aussi bien évidemment. Table ronde dont le titre est « Entreprendre est bon pour le moral et la santé, mais de qui ?» Accrochez-vous, salutoprenariat et bien-être de l'accompagnant, la spirale vertueuse vers tous les possibles. Alors c'est un titre un peu long, on en convient, mais qui donne le ton de la table ronde qui souhaite aborder, vous l'avez compris, la question de la santé entrepreneuriale et du bien-être de l'accompagnant sous l'angle des clés de la salutogénèse. Alors Laure vous présentera exactement la salutogénèse, c'est-à-dire que l'on a envie de s'attarder plutôt sur l'optimisation des éléments positifs plutôt que de traiter des stresseurs, de tous ces éléments et plomber l'ambiance. Voilà. Donc, bien sûr, le sujet de la santé entrepreneuriale, il a été déjà abordé et on a montré qu'il y avait un aspect tabou de la santé des créateurs. Bien sûr aussi, et on le réécoutera je pense dans un instant puisqu'on va vous présenter une vidéo d'Olivier Torres qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Le premier capital immatériel de l'entreprise, c'est la santé du dirigeant. Bien sûr aussi, il y a cette dualité entre enthousiasme et crainte et angoisse liées aux responsabilités et aux incertitudes. Mais surtout, entreprendre est bon pour la santé, pour peu qu'on veille à certaines conditions, et c'est bien ce qu'aujourd'hui on avait envie de partager avec vous et bien finalement constater que la salutogénèse nous permet de générer des entrepreneurs en bonne santé et des accompagnants accomplis. Voilà pour donner un peu le ton de cette table ronde. Donc on va écouter donc Olivier qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais auparavant je vais laisser mes collègues se présenter. Alors peut-être Myriam d'abord. Bonjour à tous et toutes, donc Myriam Boutera, je suis chargée de développement en prévention santé des chefs d'entreprise au sein de la Chambre des métiers des Pays de la Loire. Je reviendrai un petit peu après en détail sur tout ce qui est développé. Et donc, juste pour comprendre mon parcours, ça va faire 20 ans que je suis au sein du réseau de la Chambre et pendant 15 ans, j'ai été dans le conseil accompagnement auprès des porteurs de projets et des chefs d'entreprise et je me suis spécialisée en ingénierie conseil santé prévention en 2017. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Laure Chansem, je suis psychologue du travail au sein de l'Observatoire à Maroc. Donc, observatoire scientifique qui a été créé par Olivier Torres. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, mais sinon, vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Donc, nous, en fait, on est à la base un laboratoire de recherche sur la question de la santé des chefs d'entreprise. Parce que, avant que nous, on s'y intéresse, il n'y avait aucune donnée, aucune information sur la santé des entrepreneurs. Ça n'existait pas, c'est une population qui n'était pas étudiée. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'Observatoire a été créé et on a mis en application des dispositifs suite aux résultats qu'on a pu avoir dans nos recherches, donc des lignes d'écoute, un dispositif digital, des choses comme ça. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mathieu Lemoal et je suis doctorant sur la santé des entrepreneurs, donc j'ai un parcours de psychologie et je travaille avec l'Observatoire à Maroc, avec Olivier Torres, sur la santé des entrepreneurs et plus particulièrement sur la manière dont ils peuvent se ressourcer en dehors du travail. Voilà. Et on en parlera un petit peu plus en détail après. Et pour finir, je vais peut-être me présenter aussi. Donc moi, je suis Marie Gomez-Bresse, je suis ancienne enseignant-chercheur en entrepreneuriat, spécialisée sur les profils d'entrepreneurs au regard des mutations sociétales. Je suis également maître praticien en hypnose érectionnelle et en nénéa-hypnose. Et je suis la fondatrice de Y3C, un centre de formation et d'accompagnement à la création de projets, création et développement de projets à impact positif. Voilà, je vous propose d'ores et déjà de voir la vidéo d'Olivier. Bonjour. Et merci à Marie-Hélène Girbeau-Grimouin et à Yann Papasratis de me donner l'occasion de m'adresser à vous. Vous êtes dans cette magnifique ville de Sète dont je suis natif, ce qui ne fait qu'ajouter de la frustration au fait que je ne puisse être avec vous pour des raisons personnelles. Mais sachez que
je suis également très heureux de voir que Procréa a mis à son agenda de réflexion la question de la santé. Alors, il est loin le jour où j'essayais de convaincre qui voulait bien entendre que la santé, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Je parle bien évidemment de la santé du dirigeant, et surtout en PME, dans les grands groupes. Too big to fail, trop grand pour faillir. Quand le numéro 1 disparaît, ce qui est toujours une nouvelle dramatique, ça a très peu d'impact, et nous l'avons montré sur le cours de l'action. Mais dans une PME, les effets de grossissement font que la question de la santé est une question essentielle. Alors, entreprendre est-il bon pour la santé et pour qui? La réponse est oui. Car avec l'Observatoire Amarok, depuis 14 ans maintenant, nous avons mis en évidence à plusieurs reprises et sous des angles différents que les facteurs que nous appelons salutogènes, bons pour la santé, l'emportent sur les facteurs pathogènes. Les entrepreneurs ont un rapport, vous savez, existentiel à leur travail, et j'ose le terme, existentialiste à leur entreprise. Je vous renvoie au terme allemand Existenzgründer, qui veut dire fondateur d'existence, à propos des créateurs d'entreprises. Mais du coup, si entreprendre est bon pour la santé, c'est également épuisant. Et c'est pas antinomique, parce que ils sont tellement investis de leur travail, vous savez qu'ils travaillent, les employeurs, 52 heures par semaine, comparé à 36 heures pour les salariés. Ils ont en plus un engagement patrimonial. Alors, ils ont forcément un rapport à la santé qui est très spécifique. Et les réflexions que vous allez mener vont vous conduire aussi à intégrer la figure de l'accompagnateur, puisque c'est l'essence même de Procréa. Donc, entreprendre est-il bon pour la santé? Pour qui? Ben oui, vous, les accompagnateurs. Alors, si vous êtes privé, coach, formateur, accompagnateur, bien évidemment que de votre santé dépend tout le chiffre d'affaires que vous réalisez, mais même si vous êtes salarié, que vous soyez dans une structure publique, parapublique ou associative, je vous incite à vous préoccuper de cette dimension qui a été totalement occultée par les sciences de l'entrepreneuriat pendant très longtemps. Alors, la question va être évoquée lors d'une table ronde, où vous aurez le plaisir d'entendre Laure Chancelme, qui est psychologue à l'Observatoire Amarok et qui représentera tous les travaux et toutes les actions que nous conduisons. Il me semble que vous aurez quelqu'un là-bas de la Chambre des métiers d'artisanat des Pays de la Loire qui fait un travail remarquable en faveur de la santé des artisans. Et puis vous aurez bien d'autres témoins. Je vous invite également à rentrer en contact avec Mathieu Lemoyle, qui fait une thèse sur les stratégies de récupération des entrepreneurs. Et vous comprenez que si entreprendre est bon pour la santé, mais que c'est épuisant, la question de la récupération devient une question très pertinente, à laquelle nous nous attelons en ce moment avec l'Observatoire Amarok. Peut-être que Marie-Hélène et Yann nous réinviteront dans 2-3 ans pour vous faire part des résultats que nous mettrons en évidence sur ces questions de la récupération. En tout cas, prenez du plaisir à réfléchir dans cette bonne vieille ville de Sète et qui a inspiré tant d'artistes. Je pense à Paul Valéry, je pense à Brassens, Jean Villard, le fondateur du Festival d'Avignon, mais également Combas, Di Rosa et même Soulage qui a vécu chez nous pendant très longtemps. Enfin, vous avez compris qu'en tant que Sétois, j'étais un peu chauvin. Régalez-vous, je suis sûr que vous allez quand même goûter à la tielle, qui est le fleuron de la gastronomie de notre pays, et j'aurai peut-être l'occasion de vous voir en d'autres contrées, en d'autres circonstances. Bon travail. Bon, vous aurez compris qu'il faut goûter la tielle avant de repartir. Hein, voilà. Alors après ce mot introductif d'Olivier qui nous dit que entreprendre est globalement bon pour la santé, on va parler de salutoprenariat. Et Laure, je t'invite à nous présenter effectivement les actions et travaux de l'équipe Amarok pour débuter. Alors, on va vous présenter sur le PowerPoint un outil, et vous avez ici, voilà, le baromètre est à votre disposition si vous voulez le prendre. Ouais, vous pouvez le faire circuler. Merci beaucoup.
Alors, donc, au départ, l'Observatoire Amarok est vraiment parti de zéro en termes de chiffres sur la santé des dirigeants. Et on faisait donc pas mal de questionnaires, dont un questionnaire pour savoir quels étaient les éléments de satisfaction dans le métier d'entrepreneur et les éléments de stress. Donc, on a fait un gros travail de recherche. On a interrogé beaucoup de dirigeants volontaires pour obtenir ce que vous allez avoir sous les yeux et ce que vous avez ici. Donc en fait, on a interrogé des dirigeants qui nous ont donné des éléments de satisfaction et de stress, mais comme ça venait. Ensuite, il a fallu les catégoriser. Et ensuite, on a réinterrogé tous ces entrepreneurs avec la totalité des 2 échelles là que vous avez, en leur demandant s'ils avaient vécu chaque événement dans la dernière année, et si oui, quelle intensité de stress ou de satisfaction ils avaient ressenti. Et on a obtenu donc les chiffres que vous voyez en fait qui sont des scores moyens. D'accord ? Et cette échelle-là, elle est additive. Et donc, ça nous permet de voir que, par exemple, et ça ne vous étonnera pas parce que vous êtes sûrement concerné aussi par ce satisfacteur, le numéro 1 en termes de satisfaction, et c'est aussi le plus puissant, c'est la satisfaction de la clientèle. D'accord ? Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Vous avez aussi la formation, le coaching, vous voyez, hein, donc on voit bien que l'impact de ce que vous proposez aux personnes que vous accompagnez, ben, ça rentre probablement dans cette case-là. Vous avez aussi les déménagements, création de nouvelles entreprises. Enfin, voilà, vous allez les avoir tous. Et puis en termes de stress, on a évidemment le numéro 1 qui ne va pas vous surprendre, qui est le dépôt de bilan. Alors, au sens liquidation judiciaire, d'accord ? C'est pas juste le fait de déposer le bilan, c'est le fait de perdre l'entreprise. C'est le stresseur le plus intense. Heureusement, c'est le moins fréquent, d'accord ? Donc je vous le dis. Voilà. Après, on a les problèmes de trésor, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment problématique pour les chefs d'entreprise et pour vous aussi, si vous êtes du coup chef d'entreprise, vous connaissez peut-être, ou en tout cas ça vous préoccupe. On va retrouver tout un tas d'éléments en fait de la vie de l'entrepreneur. Et l'idée, c'est de permettre à l'entrepreneur, grâce à ces 2 outils, de pouvoir regarder régulièrement où il en est et quels sont les éléments de stress ou les éléments de satisfaction qui sont récurrents. Certains à essayer de travailler dessus pour les annuler ou pour les supprimer, et puis d'autres à renforcer encore plus si on le peut. Et cet outil-là, on l'a digitalisé pendant la crise du Covid. Et ça nous a donné un outil qu'on a appelé Amarok e-Santé aujourd'hui, où les entrepreneurs peuvent se tester en direct, en ligne. Et on est en train de le mettre en place essentiellement avec les services de santé au travail. Voilà, donc c'est notre outil principal. Après, on fait des conférences, on fait pas mal de choses pour restituer les résultats de nos études. Alors, merci Laure. Peut-être un mot complémentaire sur qu'est-ce que c'est que la salutogénèse. Ah oui. Alors, la salutogénèse, donc c'est un concept qui a été théorisé par Aaron Antonovsky. Donc si ça vous intéresse, pour ça je vous donne le nom. Donc en fait, on part du principe qu'il y a des éléments dans la vie qui vont favoriser une bonne santé. Alors je vous donne par exemple l'optimisme, la capacité à je l'ai plus en tête. Ouais, alors le rebond, c'est autre chose, mais c'est la capacité à... Enfin, il y en a plusieurs. C'est la capacité à résoudre les problèmes, la capacité à entreprendre des choses. On va avoir tout un tas comme ça d'éléments de salutogénèse qui, lorsqu'ils sont favorisés chez quelqu'un, vont générer de la bonne santé. Donc ça, c'est intéressant, autant pour vous que pour les personnes que vous accompagnez, d'essayer d'activer ces facteurs salutogènes pour faire en sorte que la personne y ait plus facilement accès ou que ça soit vraiment une ressource qui devienne presque permanente parce qu'on sait que ça va protéger sa santé. Voilà, donc la salutogénèse, c'est un ensemble d'éléments de vie et de traits de caractère et de modes de fonctionnement qui vont générer de la bonne santé. Et c'est ça qui est intéressant pour contrer finalement la pathogénèse qui du coup est l'ensemble des éléments de vie, de santé ou autres qui vont accentuer une mauvaise santé. Merci. Donc si j'ai bien compris, le salutopreneuriat, c'est le fait justement de regarder tous les éléments du satisfactomètre, tout ce qui est moteur de satisfaction, pour arriver à les développer davantage et favoriser la salutogénèse. Oui, c'est ça exactement, parce qu'on a prouvé scientifiquement que ces 2 outils ont un impact sur la santé.
D'accord, donc il y a vraiment un lien avec la santé. Et quand la balance penche dans le rouge, ben, ça va avoir un impact négatif sur la santé du dirigeant. Alors que quand la balance penche dans le vert, ben, on va avoir plutôt des dirigeants qui sont en bonne santé. Donc il y a un vrai effet et sur la santé et sur le sommeil aussi. Merci pour le cadrage. Donc on va vous proposer maintenant 3 temps dans cette table ronde. Le premier où on va parler plutôt du créateur. Le deuxième où on va voir comment les accompagner au mieux par rapport à ces problématiques-là. Et le troisième où on va faire le lien entre le salutoprenariat et votre bien-être en tant qu'accompagnant. Voilà, donc je vais commencer peut-être à interroger Myriam sur la question des créateurs. Si tu veux bien aborder la question des facteurs qui entrent en jeu dans le maintien de la santé et dans ce salutoprenariat et comment tu as pu l'observer dans tes expérimentations. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai un parcours avant tout qui est économique, auquel je suis venue adjoindre la promotion et la prévention santé du chef d'entreprise. Et de par mon expérience, en fait, je me suis rendu compte que dans l'accompagnement qui était proposé au sein de nos structures, notamment en préparation de projet, on focalisait bien évidemment sur plein d'éléments, hein, le marché, le juridique, le fiscal, etc. On avait une petite partie sur l'adéquation, ça va vous parler, adéquation homme-projet, mais que finalement on n'allait pas forcément aller creuser ce qu'il y avait derrière, parce que faute de temps, des dispositifs qui sont très, très normés, etc. Donc ça c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que, et là encore je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est que chaque projet est unique, puisque chaque porteur de projet est unique. Je vais reprendre un terme évoqué ce matin en conférence, il y a une singularité de l'individu. Donc quand on parle de singularité de l'individu, c'est à la fois... Peut-être tu appuies sur le verbe. Allô. C'est bon. C'est à la fois en termes de parcours de vie, de ressources, mais aussi en termes de vulnérabilité. Donc ça, c'est un point essentiel de prendre en compte l'individu dans son projet. Et puis, autre point, c'est que Olivier Torres disait que le premier capital immatériel de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise. Moi, j'aime bien la formule, la première RH de l'entreprise, sous-entendu richesse humaine, c'est bien son créateur. Donc quand on parle de ce pilier-là, il est essentiel, et je vais y revenir plus tard, de se focaliser aussi sur qui est cette personne. Du coup, voilà, on est parti de ce constat-là et du coup, en retour d'expérience, qui s'est passé de par ma formation, on a expérimenté sur le dernier trimestre 2018 un module que j'avais créé qui s'appelle Entrepreneur, ma santé c'est mon capital, qu'on a commencé à animer dans les fameux SPI, stages préalables à l'installation. Et donc, c'était un module de 45 minutes qui reprenait en fait à la fois ce qui impacte la bonne santé d'une entreprise et ce qui impacte en même temps la bonne santé de l'entrepreneur. Et pour s'appuyer de ça, j'ai notamment mis en évidence tout ce qui était lié aux facteurs de protection en matière de santé de l'entrepreneur et facteurs de déprotection. L'idée, c'est de sensibiliser, c'est de faire prendre conscience, c'est de tordre le cou à des idées reçues telles que c'est normal d'être stressé quand on est chef d'entreprise, la normalisation, la banalisation du stress, parce qu'on sait que ça peut amener à des situations bien compliquées, et également d'apporter des solutions, des premiers degrés de solutions. Alors, je ne vais pas parler d'outils à ce stade-là, parce qu'on est vraiment dans de la sensibilisation, mais d'apporter aussi des ressources. Vers qui je m'oriente. Et ce qui est assez chouette en retour d'expérience, pour le coup, un retour d'expérience, c'est que du coup, sur des temps collectifs, avec 14 porteurs de projets, à un moment donné dans la salle, il y a quelqu'un qui lève la main et qui vous dit, en fait, je viens de prendre conscience que je vais avoir des difficultés à gérer mon stress au quotidien. Et la personne n'est pas encore installée. Donc, on se dit, là, voilà, il y a un sujet à aller travailler avec le porteur. Et juste pour vous donner une petite idée, depuis fin 2018, on a sensibilisé 1250 porteurs de projets sur
70 sessions animées. Donc voilà, le module s'est développé et on est sur un format court de 45 minutes jusqu'à une demi-journée où là, on rend acteur en fait du sujet les porteurs. Merci Myriam pour cette première approche et intégration des facteurs qui rentrent en jeu pour le créateur. Alors j'ai oublié de vous dire en introduction que j'ai la double casquette animateur et intervenant. Parfois je me pose des questions à moi-même, mais je suis en très bonne santé mentale. Donc on m'a demandé du coup là de compléter la question sur est-ce qu'il y a des études spécifiques justement entre les profils de porteurs de projets et cette notion du salutoprenariat et voire même d'aller jusqu'à l'épuisement si on le prend sous le volet négatif. Donc il n'y a pas réellement d'études qui traitent de ça et en réfléchissant à la question, je me suis dit que finalement la question c'était plus celle de l'alignement. C'est-à-dire que vous avez des porteurs de projets qui vont être start-upers engagés, lifestylers, slashers, enfin différents types de porteurs de projets. Ce qui est important, ça va être d'identifier quel est son besoin, sa motivation profonde. Le problème, c'est que souvent, parce qu'on est dans une société qui ne nous a pas forcément donné l'habitude d'aller creuser quels étaient nos propres besoins, ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc, quand ils vont venir vous voir et vous exposer leurs projets, leurs besoins et leurs limites ne sont pas vraiment établis. Donc, on peut leur proposer parfois des stratégies qui ne sont finalement pas adaptées à leur type de profil, même si on pressent les profils, bien évidemment. Et ils ne vont pas forcément être dans la mesure à ce moment-là, ça ne veut pas dire plus tard, de se rendre compte de l'adéquation entre cette stratégie de développement et leurs propres besoins. Et c'est là où finalement on va mettre en péril à la fois leur santé et leur entreprise. C'est cette question-là qui est cruciale aujourd'hui, me semble-t-il, et ça me fait réagir par rapport à ce que nous a dit ce matin Maëla, j'ai oublié son prénom, sur la logique d'outils où on travaille plutôt d'apporter des solutions de l'extérieur. Et là, en fait, la question, elle vient vraiment de l'intérieur. Et c'est ce besoin-là, comme tu le disais, Myriam, de travailler cette question du besoin de l'alignement qui va être primordial au démarrage. Et donc peut-être Mathieu, tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur la nécessité de la prise en compte des besoins. Oui, comme justement l'a dit le professeur Torres là, sur la présentation qu'il a fait au départ, la santé des entrepreneurs est bonne. Dans l'ensemble, elle est bien. On a une bonne santé si l'entrepreneur est passionné. En fait, c'est le cas pour la plupart des entrepreneurs. Il y a la passion qui est vraiment très forte. Il y a une emprise justement du travail qui est positive parce qu'il y a du sens dans son travail, il y a de la latitude décisionnelle qui est présente, ils peuvent faire leur choix un petit peu comme ils le veulent. Mais avec tout ça, il y a aussi la fatigue qui va arriver, il y a le stress qui est présent, il y a justement l'engagement dans le travail qui va amener beaucoup de travail. C'est des personnes qui travaillent énormément, que ce soit les auto-entrepreneurs et que ce soit aussi des entrepreneurs avec des salariés qui travaillent encore plus. Donc là, il va y avoir tous ces points-là qui font que les individus vont avoir besoin d'avoir un accompagnement et avoir besoin de travailler sur leur individualité, justement. Et il y a une difficulté qui est fortement prégnante, justement, chez certains salariés, principalement, je pense aux agriculteurs, enfin, chez certains entrepreneurs, pardon, je pense principalement aux agriculteurs, mais dans le BTP, puis même la plupart des entrepreneurs, ils vont avoir énormément de mal à faire la distinction entre la famille et le travail. La segmentation entre la famille et le travail est extrêmement compliquée dans ce métier-là. Et donc, c'est une problématique qu'il est intéressant d'étudier et qu'il va falloir justement voir en fonction de chacun. Justement, comme disait Myriam, chacun est différent, chacun est unique. Et donc là, il va falloir justement voir vraiment cette différence et pouvoir s'adapter à chaque entrepreneur. Surtout que les entrepreneurs, déjà, c'est unique comparé au style d'accompagnement qu'on peut avoir basiquement auprès des salariés. Voilà.
Merci Mathieu. Alors, on m'a demandé de répondre à une autre question, toujours par rapport à la tendance actuelle en matière d'entrepreneuriat. On avait fait alors pas l'édition précédente, mais l'édition d'avant, la 7e édition, une table ronde qui a été rappelée d'ailleurs ce matin sur les tendances actuelles en matière d'entrepreneuriat, où j'étais intervenue sur la notion des différents profils. Je les ai évoqués tout à l'heure rapidement, le lifestyle, le solopreneur, le stratège engagé, etc. Et la question s'est posée finalement, quel que soit le type de profil d'entrepreneur, est-ce qu'on peut entreprendre sans souffrir ? Donc moi j'ai envie de dire oui, sous condition. C'est un peu ce que je disais dans l'introduction tout à l'heure. C'est se mentir que de dire je travaille 60-65 heures par semaine, je suis focus uniquement sur l'entreprise, je ne m'occupe jamais de moi, je ne prends que les problématiques de l'entreprise à bras le corps et de n'avoir aucune difficulté à court ou moyen terme. Par contre, on note vraiment la volonté de faire différemment en fonction des types de profils. Donc j'ai abordé l'exemple tout à l'heure de l'entrepreneur lifestyle qui lui a vraiment en tête la conséquence de son activité sur les conséquences sur les domaines familiaux, sociaux et environnementaux. Donc évidemment, de fait, au démarrage, il va avoir envie de s'intéresser à cette question de l'équilibre pro-perso, de mettre en place des choses. La difficulté, c'est faire entre théorie et pratique finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir de bonnes intentions et dans la pratique ne pas arriver à le mettre en place. J'ai notamment l'exemple d'un entrepreneur que j'accompagne qui lui me dit voilà, j'ai été salarié, ma femme me reprochait de trop bosser. J'ai fait une première entreprise, de nouveau elle me disait tu vas dans le mur. J'en suis à ma deuxième entreprise où là mon objectif c'était vraiment de dire je trouve l'équilibre pro-perso, je vais encore dans le mur. Pourquoi ? Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va travailler à la fois sur les leviers de l'entreprise. Ok, donc dans ton entreprise, pourquoi tu penses que tu travailles autant ? Donc les problèmes qui peuvent être de délégation, qui peuvent être d'expertise technique, où il peut y avoir un manque d'expertise quelque part, etc. Et à la fois sur la problématique de l'individu entrepreneur, le lâcher-prise. Pourquoi tu y vas autant ? Tu as besoin de reconnaissance ? Alors c'est pas dit comme ça l'entrepreneur, hein, on est bien d'accord. Mais on va essayer de travailler cette question-là pour les amener à s'interroger sur pourquoi ils le font de cette façon-là. D'accord ? Et réinstaurer de l'équilibre. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah oui, et surtout, finalement, le fait de se dire, dans les nouvelles générations d'entrepreneurs que l'on côtoie, je veux créer ma boîte, mais je veux travailler 4 jours par semaine. Ou je veux créer ma boîte, mais je veux finir à 17h pour aller chercher mes enfants à l'école. On en a de plus en plus. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance par rapport à la culture qu'on nous a inculquée et tous nos a priori de dire tu vas pas y arriver. Si tu veux travailler 4 jours par semaine et créer ta boîte, ça va être compliqué. Non, en fait, il faut écouter ses besoins et là, il y a un vrai besoin d'accompagnement pour dire ok, peut-être tu veux faire ça, mais alors du coup, comment en face, on met en place des mesures pour y arriver et peut-être que au lieu de gagner temps, tu gagneras temps. Est-ce que ça te va ? Il faut avoir la mesure de cet accompagnement-là à un moment donné, de les mettre face à leur réalité, mais en réponse à leurs besoins, j'ai envie de dire. Tu veux réagir par rapport à ça, Myriam ? Et je vais compléter justement dans les nouveaux profils. Alors, le phénomène s'est accéléré par rapport à la période Covid, mais on a beaucoup de reconversions professionnelles dans l'entrepreneuriat. Et on se retrouve aussi avec des nouveaux publics de personnes qui ont vécu des épuisements professionnels, des burn-out en tant que salariés et qui se disent moi, je ne veux plus vivre ça, je veux me mettre à mon compte. Oui, ça questionne derrière sur l'accompagnement du coup de ces publics-là. Et moi, j'ai beaucoup de collègues qui viennent à moi, d'ailleurs, pour me dire là, Myriam, on a un profil, on sent bien que ça va être fragile. Donc, ça veut dire que ça va re-questionner aussi la manière d'aborder les choses avec ces personnes-là. On a aussi dans les nouveaux publics des seniors qui appréhendent leur projet différemment d'un entrepreneur lifestyle, etc. Donc, il y a ça fait 20 ans que je suis dans le réseau, mais c'est vrai que les profils évoluent de manière très différenciée et j'ai envie de dire même de manière complètement accélérée. Comment nous, dans le conseil, l'accompagnement en tant qu'accompagnant et non pas accompagnateur, on prend aussi ce virage. L'objectif étant bien évidemment de satisfaire au maximum
la personne accompagnée et de lui assurer effectivement une pérennité d'entreprise. Puisque tu as le micro, hop, garde-le. Donc cette question-là, je te la pose aussi et on va tous y répondre. Donc est-ce qu'on peut entreprendre sans souffrir ? Alors moi j'y crois, parce que le mot souffrance pour moi est très très fort, donc j'en suis convaincue. D'ailleurs tous les jours je côtoie des chefs d'entreprise qui sont épanouis, bien, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps bien, mais qui ont cette capacité à aller chercher les bonnes ressources, qui ont cette capacité à savoir dire stop au bon moment, d'aller... La notion de... Alors, volontairement, vous savez pourquoi je ne l'emploie pas ? C'est comme ce qui a été dit ce matin, ce terme-là a été galvaudé dans tous les sens. Donc, effectivement, c'est cette notion de résilience qui est très très forte, des gens qui ont capitalisé sur leur parcours de vie et de manière très 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 positive. Et donc, voilà. Il y a une réalité, on peut souffrir, on peut être amené à, mais on peut aussi vivre une partie de sa vie professionnelle en tant qu'indépendant et, enfin, je ne vais pas utiliser le mot d'indépendant, je vais utiliser le mot d'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, et puis revenir au salariat, enfin voilà, tous les modèles sont possibles. Donc, voilà, j'ai envie de te répondre au cas par cas. Peut-être juste préciser, il me semble que quand on l'a préparé, tu avais aussi envie de parler du modèle économique à financer des assurances, des problématiques aussi sociales et sociétales qu'il y avait derrière. Il y a un point, justement, sur le module entrepreneur, ma santé, c'est mon capital. Il y a un point que j'affectionne très fortement quand on aborde ce sujet de la santé du chef d'entreprise, c'est d'aborder les filets de sécurité. Quand on prépare un projet, quand on est à son compte, voilà, il peut y avoir des peurs d'insécurité financière qui sont difficiles aussi à exprimer par un porteur de projet, voire un chef d'entreprise, mais qui va très mal vivre en fait cette insécurité. Donc l'idée, c'est aussi en tant qu'accompagnant d'être vraiment dans cette vision des choses, de se dire quel va être votre filet de sécurité, de questionner aussi ça. Alors ça peut être sur la protection sociale, ça peut être par rapport à l'assurance chômage, ça peut être par rapport à un projet d'investissement immobilier où à un moment donné la banque elle va peut-être effectivement demander 3 ou 4 bilans avec du résultat, etc. etc. Tout simplement pour signer un contrat de bail pour être locataire de son logement. Si je suis indépendante, voilà, il y a une prise de risque aussi pour le bailleur. Et ces points de vigilance, ils sont très importants parce que on se retrouve aussi avec, alors depuis le lancement de l'auto-entreprise qui est devenu le statut de micro-entrepreneur, on se retrouve, nous, je vais vous prendre l'exemple, en Pays de la Loire, on a 7 créations sur 10 dans l'artisanat qui se font sous statut micro. Il y a une étude toute récente en Pays de la Loire. Le chiffre d'affaires moyen en micro-entreprise est de 13 500 €. Quand on affiche ces données-là, voilà aussi des réalités économiques. Alors, après, on pourrait débattre sur... voilà, mais ça veut dire que c'est vraiment des choix à faire et que plus en tant qu'accompagnant on va éclairer, informer, c'est pas pour dire c'est tel statut qui va impérativement correspondre à votre projet, parce que c'est vraiment lié, comme tu l'as très bien dit, à la personne, à son projet de vie. Et je pense que, enfin moi très clairement, quand je suis partie sur cette formation de prévention santé et que je me suis spécialisée sur la question de la santé du chef d'entreprise, j'ai opéré un vrai virage dans la façon d'accompagner. Je me dis même des fois comment j'ai fait quand j'ai démarré à occulter certains aspects. Donc voilà, les approches évoluent, mais parce que aussi notre public évolue. Hein. Merci. Du coup, Laure, peut-être sur cette question... Est-ce qu'on peut entreprendre sans souffrir ? Alors oui, bien sûr. Je dirais qu'il y a un élément qui est très important, c'est, d'ailleurs le professeur Thorez en a parlé, c'est la question de l'existentialisme. Mais ça, c'est valable aussi pour les salariés. C'est-à-dire quand on a un rapport à son travail ou à son entreprise qui est existentiel, c'est-à-dire que l'entreprise devient une extension de l'identité de l'individu, une extension de son âme, parfois certains le disent, ou que ça devient comme un bébé, on a du coup un rapport à l'entreprise ou à son travail qui du coup
devient trop fusionnel, trop lié émotionnellement. Et ça, alors tant que tout va bien, pour le coup c'est exaltant. C'est-à-dire que ça va être vraiment, ça va porter le dirigeant, ça va porter le salarié. Voilà, quand on s'éclate dans son travail, du coup, on est encore plus motivé, comblé, etc., etc. Donc ça nourrit la personne. Mais par contre, le danger, c'est quand ça commence à ne plus aller bien dans le travail. Alors, soit parce que si on est salarié, on a un problème avec la direction, ou soit parce qu'on a une trop grosse charge de travail, etc. Bon, tout ce qui va amener au burn-out finalement, ou au burn-out, d'ailleurs, la perte de sens. Chez le dirigeant, le problème de cet existentialisme, ça va se poser quand l'entreprise commence à avoir des difficultés. Alors surtout des difficultés financières. C'est-à-dire qu'on commence à percevoir que si on continue comme ça, on va à un moment donné devoir liquider l'entreprise. Et là, si je considère mon entreprise comme mon bébé, qu'est-ce qui va se passer ? La personne, elle va se dire, ok, si je dois liquider mon entreprise, c'est comme si je tue mon enfant, quoi. Concrètement, émotionnellement, on est sur le même niveau. Donc la personne, elle va jamais aller liquider son entreprise, même si c'est une décision, la bonne décision stratégique, parce que parfois la liquidation, le redressement, ou même la procédure de sauvegarde sont des décisions stratégiques. Mais il va pas y aller parce que, en fait, émotionnellement, il est trop lié, c'est trop fusionnel. Donc en fait, c'est leur apprendre à prendre très très vite de la distance avec leur entreprise. Ça, c'est très important. Une entreprise, c'est un outil de travail. C'est pas un être humain. D'accord ? Donc il y a des êtres humains qui travaillent dedans, mais c'est un outil de travail. Vous prenez un artisan, il y a un outil qui est cassé. Qu'est-ce qu'il fait ? Ou qui marche pas bien ? Première chose, on va essayer de le réparer. Donc c'est là qu'on va aller auprès des structures comme Second Souffle, SOS Entrepreneur, les CCI, les CMA, pour essayer de trouver des solutions, voire le tribunal de commerce, pour essayer de trouver des solutions pour sauver l'entreprise, d'accord ? Donc pour sauver son outil, continuer à l'utiliser. Mais si l'outil est complètement cassé et qu'on n'arrive pas à le réparer, il faut le changer. Donc, et en fait, ce qui est important, c'est vraiment très rapidement de cerner ces personnes-là qui ont ce rapport très existentiel avec leur travail, et notamment, comme tu disais Myriam, ceux qui ont fait des burn-out en tant que salariés. Attention, gros gyrophare rouge, parce que c'est des problèmes de conditionnement. Le burn-out, c'est lié à un conditionnement dans le travail. C'est-à-dire que mon rapport au travail n'est pas sain. Il est trop obsessionnel, trop fusionnel, trop important, ça a trop d'importance dans ma vie. C'est des personnes en général qui ne font que travailler, donc elles ont une vie sociale qui est pauvre, une vie personnelle qui est pauvre, elles n'ont pas de loisirs, c'est que le travail. Donc si un jour le travail ça va plus, c'est comme si j'avais mis tous mes œufs dans le même panier et que ce panier-là se perce. Je perds tous mes œufs. Voilà, donc c'est très rapidement de cerner ces gens-là et de leur dire attention, si vous avez fait un burn-out en tant que salarié, il va falloir mettre des garde-fous et très vite, parce que sinon, avec l'entrepreneuriat, le risque c'est, justement, comme on est encore là pour le coup en gestion de tout, ça veut dire qu'on est en responsabilité de tout. Du coup, ça peut potentiellement amener aussi au burn-out, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que ça ne va pas être les mêmes facteurs de risque. Mais c'est important de repérer ces profils-là et très rapidement de leur proposer des solutions. Alors, sur le plan financier, par exemple, il y a tout ce qui est assurance. Donc, assurance homme-clé, assurance chômage. Enfin, c'est très rapide, leur dire que ça existe. Pas forcément de le prendre tout de suite parce que ça a un coût, mais de leur dire que ça existe. Et de leur dire que dès qu'ils le pourront, ça serait peut-être bien de mettre en place ça. Parce que si un jour il se passe quelque chose, au moins ils sont couverts. Et il n'y a pas le sentiment d'être étranglé par les problématiques financières. Moi, ça m'arrive d'avoir des dirigeants au téléphone qui ont des problématiques qui me disent en fait, j'arrive plus à faire mon métier. Je suis comme une secrétaire, parce qu'ils font plus que de la gestion d'entreprise, ils font plus leur corps de métier. C'est souvent chez les artisans qu'on va retrouver ça. Bon là, alors c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, j'avais prévu de le dire, mais ça m'arrive de dire aux dirigeants, prenez une assistante de direction externalisée, prenez une secrétaire externalisée. Oui, parce que ce que vous aimez pas faire, déléguez-le. Ce que vous savez pas faire, déléguez-le. Si vous savez pas manager, faites une formation en management. Si vous savez, on n'est pas bon partout. En fait, on demande aux entrepreneurs d'être bons partout, mais c'est pas possible parce qu'il y a des choses pour lesquelles ils sont bons naturellement et d'autres pour lesquelles ils sont mauvais, comme tout le monde. Donc soit on externalise, soit on se forme. Mais c'est très important d'identifier pour vous en tant qu'accompagnant les points forts et de les favoriser, mais aussi les points faibles, et dans ce cas-là, de les aider à mettre en place des garde-fous tout de suite pour qu'on puisse démarrer immédiatement sur de bonnes bases.
Merci Laure. Du coup, on a glissé doucement vers la partie accompagnement et c'est parfait puisque Mathieu était censé faire la transition, donc il va poursuivre sur finalement qu'est-ce qu'on peut proposer en tant qu'accompagnant à ces entrepreneurs. Alors, je voulais juste rebondir d'abord sur ce qu'a dit Laure, sur le fait justement de se détacher du travail et quand on n'est pas bien, d'arriver à s'en détacher. Je pense que c'est même bien de se détacher le plus fréquemment possible, d'apprendre à se détacher pour justement ne pas être impacté au moment où les difficultés sont là. Donc c'est l'idée de mettre en place des activités ou des choses qui vont faire qu'on arrive à se détacher plus fréquemment, à ne pas être impacté par tout le côté stressant. Hein. Justement, la question, c'était vraiment est-ce qu'on peut arriver à entreprendre sans souffrir ? Moi, l'objet de ma thèse, c'est comment arriver à entreprendre sans s'épuiser. Donc c'est très similaire. Et l'idée, vraiment, c'est d'arriver à ne pas s'épuiser au travail, à ne pas s'épuiser au stress, parce qu'on sait que 60 à 65% des entrepreneurs sont à vivre du stress dans leur travail. C'est très élevé et bien plus élevé que d'autres types de populations et c'est assez important. Donc il me semble vraiment important d'apprendre justement à se détacher comme le disait Laure et pas que au moment où ça va mal mais même quand ça va bien, justement d'apprendre ça pour justement au moment où ça va mal être prêt. Merci Mathieu. Alors on va passer à la question de l'accompagnement et l'idée c'est de se dire finalement comment vous en tant qu'accompagnant vous pouvez peut-être leur donner des pistes pour pouvoir traiter cette question-là le plus tôt possible par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors on a un peu démystifié là, ce fameux mythe que Sandrine Berger-Douce appelait l'entrepreneur héroïque. Voilà. Jamais de défaillance, tout va bien, on y va jusqu'à l'épuisement comme ça vient d'être dit. Et donc on peut se poser la question du pourquoi et en quoi c'est important aujourd'hui d'intégrer justement la dimension de la santé, du salutoprenariat dans l'accompagnement. Plus on sensibilise tôt à la question, bien sûr, mieux c'est, comme vous l'avez dit juste avant. Donc Laure, si tu veux bien nous répondre sur ce volet accompagnement. Alors, il y a deux choses importantes que vous pouvez rappeler très vite aux personnes que vous accompagnez, aux entrepreneurs que vous accompagnez. C'est le premier capital immatériel de leur entreprise, c'est leur santé. Ça, c'est bien de le rappeler tout de suite parce qu'on parle de capital, donc du coup, tac, ça accroche. Et parce qu'ils l'oublient ça, ils l'oublient très très vite. Donc c'est important de le leur rappeler régulièrement parce que du coup ça va leur faire comprendre que s'ils veulent une entreprise qui marche, il faut qu'ils soient en bonne santé. Parce que en fait s'ils sont pas là, ça marche pas. Donc en gros, pour ceux qui sont déjà très avancés dans le projet, et c'est ceux que moi je peux avoir éventuellement au téléphone, c'est de leur dire voilà, là si on continue comme ça, on peut potentiellement arriver à un épuisement professionnel. Et si un épuisement professionnel, c'est 4 à 6 mois d'arrêt de travail obligatoire. Donc je n'ai pas le temps d'être malade, tout ça, ça marche plus. Parce que ça, c'est des choses qu'ils vont vous dire. Mais là, ça marche pas. C'est le corps qui décide. Et là, c'est de leur poser la question. Si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe pour votre entreprise ? Et là, vous le laissez répondre, vous la laissez répondre. Et là, c'est la plupart du temps, c'est là, c'est la liquidation. Ok, donc vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la priorité, c'est vous. C'est pas l'entreprise. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a plus d'entreprise. C'est juste de leur faire rappeler ça régulièrement parce qu'ils ont tendance à l'oublier quand ils sont vraiment dans cette dynamique de développement de l'entreprise. Le deuxième point important, c'est de leur parler de stress subi et de stress choisi. Parce que ça, ils comprennent très bien. Parce ils vont avoir tendance à vous dire « Ah non, mais moi j'aime le stress ça me motive, le stress ça me booste, voilà, le stress c'est bon, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. » Non, le stress c'est toujours mauvais pour la santé, toujours, d'accord ? Par contre, il y a bien une différence. C'est le stress subi et le stress choisi. Stress subi, c'est par exemple la crise Covid, le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un stress qui est généré mais sur lequel vous perdez le contrôle. Vous n'avez pas le choix, vous subissez la situation. Ça, les entrepreneurs le vivent très 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 mal, bien plus mal que les salariés parce que tout simplement ils sont habitués à contrôler et ils deviennent aussi chefs d'entreprise pour contrôler leur travail, leur vie, pour contrôler leur activité, d'accord ? Donc c'est pour être aux commandes en fait ou à la barre du bateau. Donc dès qu'ils doivent subir quelque chose, c'est très compliqué. Il y a deux choses qu'ils aiment pas, c'est l'incertitude et le fait de pas avoir de maîtrise sur la situation, d'accord ? Donc ça, c'est le stress subi. Le stress choisi, c'est celui qui va dire j'ai un carnet de commandes qui est plein, mais ce client-là qui vient de venir me voir, son projet, il m'intéresse.
j'ai envie de travailler avec lui. Ben, je vais dire oui. Donc, je vais me rajouter une charge de travail, mais c'est mon choix. Je suis en maîtrise. Donc, c'est important de leur rappeler la différence entre les deux et de leur dire, en fait, quand vous avez l'impression de rien maîtriser, comme ça peut arriver parfois quand on cumule les difficultés, de leur dire, mettez votre attention sur les choses que vous maîtrisez au quotidien. Parce que le mental, automatiquement, il va porter de l'attention sur ce qu'on ne maîtrise pas et sur ce qui est négatif. Donc c'est important dans ces moments-là d'essayer de les aider à trouver des choses positives qui se sont passées dans la journée ou dans la dernière semaine ou dans le dernier mois ou depuis le dernier rendez-vous et de leur dire, qu'est-ce que vous maîtrisez en ce moment ? Sur quoi est-ce que vous avez la main ? Sur quoi est-ce que vous avez le contrôle ? Et de les faire en fait faire un focus là-dessus pour avoir un sentiment vraiment de reprendre le contrôle. Mais voilà, il y a plein d'outils aussi qu'on peut utiliser dans la gestion du stress. Donc il y a l'hypnose, mais vous avez aussi tout ce qui est sophrologie, vous avez les thérapies type thérapie comportementale et cognitive ou le MDR. Moi, il faut savoir que quasiment tous les entrepreneurs que j'ai au téléphone, je les envoie en thérapie. Parce qu'il faut travailler sur les conditionnements. Si on ne veut pas refaire des burn-out, il faut changer son rapport au travail. Il faut se déconditionner et se reconditionner mieux. Donc la TCC, donc la thérapie comportementale et cognitive, c'est hyper adapté. Mais certains vont préférer l'hypnose, certains vont préférer la sophrologie, peu importe, qui trouvent leur technique, leurs outils. Mais ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu ce qui se fait en termes de développement de bien-être pour les aider à trouver quelque chose qui leur permet à la fois de gérer leur stress et en même temps de déconnecter. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me paraît important. Merci Laure. Alors, du coup, je vois qu'on est très bavard. On va passer toujours dans cette partie de l'accompagnement au partage d'expériences. Donc là, Myriam et moi-même, donc Myriam, je te propose de commencer. On va vous proposer un petit retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place dans nos différentes structures. Alors. Donc au sein de la Chambre des métiers des Pays de la Loire, en fait, ce que je vous disais au début, c'est que voilà, dès fin 2018, il y a eu la mise en place pour les créateurs du module entrepreneur Ma santé, c'est mon capital. Le Covid est passé par là et donc il y a eu la mise en place en interne d'un service d'écoute et de soutien pour les artisans. Et en novembre 2021, donc les élus de la Chambre de métiers ont souhaité en fait créer une mission régionale et donc du coup créer un poste dédié à la santé des chefs d'entreprise avec la création du coup de toute une offre de services donc dédiée aux porteurs de projets principalement sur de la sensibilisation. Il peut y avoir du conseil individuel, mais c'est principalement de la sensibilisation. Et ensuite, en suivi post-installation et accompagnement des chefs d'entreprise, voire des conjoints, et majoritairement des conjointes d'ailleurs, on a mis en place en fait donc des actions collectives type sensibilisation lors de soirées sur les territoires par exemple. On a mis également en place des ateliers qui peuvent être en format court ou en format demi-journée et toujours en fait notre vrai ADN, notre valeur ajoutée dans la mission que je porte, c'est vraiment de faire le lien entre la santé de l'entreprise et la santé de son dirigeant, de l'entrepreneur. L'un et l'autre vont ensemble. On peut difficilement décloisonner les deux, d'autant plus dans une TPE. Donc voilà, il y a des ateliers. Il y a également eu la mise en place de formations. Donc on a deux actions de formation. Donc il y en a une première, c'est la 5e session. On va enchaîner sur la 6e session qui a été mise en place. Donc c'est qui s'appelle être bien dans sa boîte, dans son corps et dans sa tête. Donc c'est en fait un parcours qui se déroule sur 2 demi-journées avec une intercession de 15 jours et à 90 jours un point fait avec le chef d'entreprise qui est venu en formation. Et l'objectif c'est de le rendre acteur de sa propre santé et qu'il reparte en fait avec un plan d'action qui soit sur mesure par rapport à son quotidien. Parce que si je prends l'exemple, mais je vais rebondir sur un autre exemple, le chef d'entreprise prend conscience que pour gérer son stress, il a besoin de reprendre une activité physique ou sportive. Il en faisait avant d'être entrepreneur, il s'est mis à son compte, il a tout arrêté. Difficile de la mettre dans l'agenda. Parce que l'heure de sport, l'heure d'activité physique, parce que je veux mettre le sport de côté, l'heure d'activité physique qui est planifiée dans l'agenda, c'est au détriment de quoi ?
de ma commercialisation, de ma facturation, de mes relances, potentiellement d'être au contact de ma clientèle. Sauf que quand ils comprennent les bénéfices de reprendre ça, et qu'en fait, une fois que l'individu, donc le chef d'entreprise, a fait cette séance-là, il se rend compte qu'en fait, finalement, il est beaucoup plus productif. On a le même parallèle avec la sieste, la micro-sieste, etc., etc. Donc, c'est aussi vraiment de faire prendre conscience que c'est pas du temps de perdu. Mais c'est pas évident à faire passer comme message. Donc les exemples sont très importants. Les études permettent aussi, on a des travaux qui sont faits, qui nous permettent vraiment de mettre en évidence, par exemple, le lien entre le nombre d'heures de sommeil et la performance de l'entreprise. Indicateur clé. Quand on sait que dans le temps, et donc en variable d'ajustement temps, le sommeil pour le dirigeant, c'est l'une des meilleures ressources. Je vais faire mes devis jusqu'à 23h, répondre à mes mails jusqu'à 1h du mat. Voilà, donc il y a des vraies réalités par rapport à ça. Et puis la deuxième formation qui a été mise en place et qui va démarrer en fin d'année, c'est être efficace dans un quotidien hyper connecté, en lien aussi avec une thèse qui a été faite sur le technostress, puisqu'il y a aussi ça dans le nouvel univers des chefs d'entreprise, mais là aussi c'est générateur de stress supplémentaire. Et puis on complète par une offre aussi qui a été créée en matière de conseil et d'accompagnement. Et bien évidemment, au besoin, on est amené à réorienter vers des professionnels. Donc moi, je suis amenée à réorienter en interne ou vers des prestataires sur la partie accompagnement entreprise. Parce que je ne fais plus ça du coup. Et puis sur la partie plus accompagnement individuel, eh bien parfois c'est auprès de psychologues, c'est aller voir son médecin, c'est etc., etc. C'est enclencher des actions là-dessus. Une petite vigilance quand même, et on en avait parlé, c'est qu'on s'improvise pas sur ce sujet de la santé du chef d'entreprise. C'est un sujet, on touche à l'humain. Donc moi, très clairement, en termes de retour d'expérience, je connais mes limites. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Donc c'est très important aussi d'être transparent et au clair avec les chefs d'entreprise et porteurs de projets qu'on accompagne. Par contre, ils considèrent, là c'est des retours terrain, cette mission comme devenue essentielle. Donc ça, c'est aussi bien nos élus que d'ailleurs les bénéficiaires des actions. Merci. Alors, mon partage d'expérience également. Nous, on a mis en place donc sur la région Montpelliéraine, un local, il y a donc à peu près 18 mois, des ateliers de sensibilisation. Donc, avant de se rencontrer, on ne savait pas qu'on faisait des choses tout à fait similaires, mais c'est ça qui était génial, à plusieurs centaines de kilomètres. Des ateliers de sensibilisation, santé du dirigeant et santé de l'entreprise, on a pris la chose sous le même angle en fait. Et donc, on s'est posé la question avec des personnes de la French Tech et du BIC à une de nos soirées réseau. On s'est dit, voilà, ça serait bien qu'on mette ça en place il y a quasiment 2 ans. Et puis, on a préparé quelque chose et on s'est dit, mais est-ce qu'ils vont venir ? Est-ce qu'ils vont être intéressés ? Est-ce qu'ils vont se livrer ? Parce que les ateliers de sensibilisation tels qu'on les a créés nous, il y a vraiment ce partage aussi et cet échange entre pairs. Et au final, ça a été une délivrance pour beaucoup. Ils se sont mis à vraiment déverser tout ce qu'ils avaient envie de déverser. Ça leur faisait du bien. Et du coup, les entrepreneurs étaient contents parce qu'ils se sentaient déjà moins dans leur isolement et leur solitude, le fameux, et on a réitéré et on a maintenant mis en place, notamment par exemple avec le BIC, des ateliers de façon plus récurrente. Donc il y a des ateliers de sensibilisation, comme je viens de le dire, et après nous avons des ateliers thématiques. Donc cette année, on a fait, bien sûr, équilibre pro-perso. On a fait également assumer la prise de décision sans rumination mentale. Ça, je dois dire que c'était vraiment top comme atelier. On a eu des beaux exemples croustillants et reparti avec des tips et des outils super intéressants. On a mis en place aussi un atelier sur l'incertitude et celui qui ouvre en fin d'année, je viens de t'écouter et c'est exactement la même chose. Voilà, comme quoi on est vraiment dans cette mouvance et on a le besoin, on a constaté le besoin. C'est effectivement déconnecté dans un monde hyper connecté. Alors je sais plus si tu l'as formulé toi comme ça, mais voilà, on vous parlera de ça au niveau du prochain Procréa. Et puis
puis, je suis membre aussi de la CPME et on a créé une commission CPME 34 sur la santé du dirigeant. C'est tout récent, ça a quelques mois, avec Charlotte Moisan, effectivement, psychologue également, et qui a fait sa thèse chez Amarok. Voilà. Et donc, sur cette commission, on a commencé par envoyer une première enquête pour un peu sentir ce dont les dirigeants avaient besoin au niveau de la CPME. Et puis, dans ce Google Form basique, on avait mis à la fin, si vous avez besoin d'être écouté, appelez-nous. On envoie le mail, et dans l'heure qui a suivi, on a eu 10 contacts. Dans l'heure qui a suivi. Donc là, on s'est dit, ah ouais, il y a quand même un vrai besoin. Donc finalement, on ne mesure pas, on se dit, oui, c'est un sujet qu'il faut traiter à bras le corps, mais en fait, ils ont juste envie qu'on leur tende la main à ce sujet et de démystifier. Quand Laure dit, je les envoie en thérapie, moi j'ai envie de dire, bon, on peut pas leur amener la chose comme ça, mais il faut démystifier le fait aussi de la découverte de soi, tout simplement. Découverte de soi, pas forcément la thérapie dans le sens soin médical, voilà. Puisqu'on l'a dit, savoir ses besoins et connaître ses limites, c'est la clé numéro 1 pour aller dans le projet, et qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Alors Mathieu, peut-être finalement, comment donne-t-on des clés à l'entrepreneur pour se protéger et pour justement maximiser le salutoprenariat ? Moi, je vais repartir un petit peu sur une partie théorique, justement pour se ressourcer. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le ressourcement et quand est-ce qu'il va pouvoir être mis en place. Déjà, il y a 2 théories sous-jacentes un petit peu au ressourcement. Il va y avoir la théorie de la conservation des ressources de Hopeful, qui est globalement dans l'idée, plus on va avoir de ressources disponibles, donc à travers justement un mieux-être, à travers des activités qu'on peut mettre en place, à travers des loisirs, à travers le fait de pouvoir justement engranger tout plein de ressources, et bien moins on va être susceptible d'être en difficulté au moment d'un choc, au moment d'un mal-être. Et une deuxième théorie qui vient sur le côté ressources et qui va compléter les différents outils qu'on va pouvoir mettre en place, c'est la théorie de Mulder et Mujman, qui est l'effort ressourcement. Et cette théorie, c'est dans l'idée que tant qu'on est en train de faire un effort et qu'on est en train de travailler au final, on ne va pas réussir à se ressourcer. Et justement, cette théorie montre qu'il y a un besoin énorme des entrepreneurs et des individus à couper le contact avec le travail. Donc vraiment, l'idée d'arrêter le travail pour pouvoir mettre en place du ressourcement. Et tant que le travail est présent, qu'on n'arrive pas à s'en détacher, alors il n'y a pas possibilité de mettre en place ce ressourcement. Et donc à travers ces 2 théories, on peut comprendre que se ressourcer, c'est important, et que du coup couper le travail est important. Donc il y a 4 expériences de ressourcement qui sont intéressantes à mettre en place et à partager auprès des entrepreneurs comme outil. Il va y avoir le détachement psychologique, justement, c'est l'idée de se détacher complètement du travail, de ne plus y penser, à travers des loisirs, à travers des activités, peu importe ce qu'on met en place. L'idée, c'est pas de se dire quelle activité est la plus intéressante, parce qu'on sait par exemple que le sport est une activité très intéressante pour le bien-être en règle générale, mais là l'idée n'est pas là. L'idée c'est vraiment de voir l'activité comme un outil d'expérience. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une expérience qui va amener un mieux-être. Donc par exemple si je fais du sport et que j'arrive à me détacher psychologiquement, alors j'ai réussi à activer cette expérience. Donc il y a cette expérience qui est disponible et possible. Il y a l'expérience de relaxation, donc l'idée de se relaxer, de regarder le paysage dehors, de juste discuter avec ses amis tranquillement, de faire du piano si on a envie, ça peut aussi être un moyen de se relaxer. C'est vraiment toutes les possibilités, faire de la méditation, de pleine conscience ou pas. D'autres types de méditation sont intéressantes aussi, faire de la cohérence cardiaque. Donc il y a plein de possibilités différentes avec des temps d'action différents. Ensuite, il y a la maîtrise, donc c'est des expériences de maîtrise. Donc c'est l'idée, par exemple, moi qui aime faire du piano, c'est de faire du piano justement pour maîtriser un nouvel instrument. Donc c'est l'idée de maîtriser quelque chose en dehors de ce qu'on peut maîtriser au travail. Donc vraiment d'impliquer une activité extérieure, donc que ce soit du sport, que ce soit du tricot, que ce soit du piano, que ce soit n'importe quoi. Ça va nous permettre justement d'aller sur un mieux-être. Et enfin, il y a les expériences de contrôle. Donc c'est l'idée d'arriver à faire ce qu'on veut
comme activité, quand on veut, où on veut, si on veut, etc., en dehors du travail aussi. Donc ça, là, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, bah, si j'ai envie de faire du piano, je fais du piano, parce que j'en ai envie. Si j'ai envie d'en faire avec quelqu'un, si j'ai envie de faire une chorale, je fais de la chorale. Vraiment, je choisis ce que j'ai envie de faire et non pas quelqu'un qui va nous dire, ah bah peut-être qu'aujourd'hui, ça serait bien que vous sortiez, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait bien qu'on mette ça en place, peut-être que le sport, c'est la meilleure chose possible à mettre en place. Là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de choisir ce qu'on aime faire et quand on veut le faire et où on veut le faire. Donc toutes ces techniques-là sont possibles à mettre en place à travers différentes activités. Donc l'idée, c'est de trouver l'activité qui correspondrait au mieux à l'individu et qui permettrait à l'individu de s'approcher de ces différentes expériences et de les mettre dans leur quotidien au mieux que possible. Parce que plus les personnes se ressourcent et plus du coup ils vont pouvoir être en mieux-être et diminuer leur épuisement professionnel. Merci Mathieu. Alors peut-être pour finir cette partie sur l'accompagnement, avant de parler du lien salutoprenariat et bien-être de l'accompagnant, une dernière question pour toi Myriam. Comment tu as mis ces éléments-là, qui va faire transition d'ailleurs, comment tu as mis en place ces éléments-là avec les accompagnants de la CMA ? Alors en fait, la vision qu'on a, c'est avant tout une affaire de posture, de savoir-être. Le savoir-faire, c'est une condition nécessaire au métier de l'accompagnement, mais c'est pas une condition suffisante. Il est important, comme je vous l'ai exprimé, d'être en focus sur le porteur de projet, le chef d'entreprise qu'on a en face de soi au téléphone, etc. D'ailleurs, souvent les temps informels sont très riches pour pouvoir cerner la personne que l'on accompagne. Ce matin, alors je vais compléter ce qui a été dit ce matin. L'accompagnement, en fait, ça part d'une rencontre. Pour reprendre les termes de ce matin, il y a un rapport et il y a un lien. Et donc, il y a relation. Et j'ai une petite citation que vous pouvez retenir qui me parle beaucoup, c'est qu'une relation, c'est comme une danse. Pour s'accorder, il faut d'abord écouter l'autre, sinon on n'entre pas en relation. Voilà. Donc cette phrase, je trouve que dans nos métiers, elle résonne très très fortement. Il y a un deuxième point qui est important pour moi, c'est que parfois en tant qu'accompagnant, et c'est vrai que je mets en vigilance aussi mes collègues là-dessus, c'est qu'on peut avoir un usage alors c'est lié aussi à nos déformations professionnelles, notre expertise, etc. On peut avoir des fois un usage du langage ou des approches très techniques qui vont faire que ça va renforcer le stress de la personne qu'on a en face de soi et potentiellement des aspects pathogènes en matière de santé. Je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure, Laure parlait dans le stressomètre du dépôt de bilan. Je vous prends un exemple, c'est qu'en fait, ce terme dépôt de bilan, pour nous techniciens, on sait ce qu'il y a derrière. On sait qu'il y a différentes procédures et on sait que potentiellement, ça peut aller jusqu'à la liquidation. Quand on prononce ça pour un chef d'entreprise, le raccourci dépôt de bilan, c'est liquidation. Il n'est pas formé à toute l'expertise que l'on a. Et ça va tellement loin que j'illustre mon propos, c'est qu'une fois à la chambre de métier, il y a un chef d'entreprise qui a appelé à l'accueil et qui a dit « je vais me suicider ». Bon, il a eu le bon réflexe parce qu'il a été pris en charge, accompagné, etc. Et en fait, en analysant ce qui s'était passé, c'est qu'il avait eu son comptable. Alors, c'est pas pour catégoriser, hein, on peut tous prononcer ces termes-là, mais il avait eu son comptable et son comptable lui avait dit « non, là, il faut aller déposer le bilan ». Mais derrière ça, il y avait, alors je ne sais plus si c'était un redressement ou... mais vous voyez la résonance des mots. Donc, moi, je vous mets en vigilance. C'est avec l'exercice qu'on s'améliore. Mais je vous mets aussi en vigilance. C'est, d'être très pédagogue, mais ça, je n'en doute pas. Mais c'est aussi d'être vigilant dans la manière dont on emploie certains mots, parce qu'on a tous un jargon technique. Mais qu'en face de nous, les entrepreneurs sont aussi dans leur jargon, mais que le pouvoir des mots, il peut résonner dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc ça, c'était un point que je voulais souligner. Autre facteur à prendre en compte, c'est on a tous un volume de travail à gérer, on a tous un volume d'accompagnement à faire pour plein de raisons, des raisons de financement, de charge de travail, etc. Donc quid quantité, qualité de la prestation, de l'accompagnement qui est fait. Donc ça, c'est un point à interroger. Et du coup, je fais le parallèle avec le médecin, parce qu'on est sur la question de la santé, mais je fais le parallèle avec le médecin.
à qui on demande à aujourd'hui de faire de la prévention santé, mais qui n'a que 15 minutes par patient. Je fais volontairement le parallèle parce que du coup, il est majoritairement sur du volume patient. Et là, l'une des solutions, je vous fais un retour d'expérience lié à mon parcours, c'est que du coup, pour prendre un peu plus en compte dans vos accompagnements l'individu que vous avez en face de vous, de savoir comment il va avant de savoir où il en est de ses chiffres, rien que la simple question, au lieu de demander comment vous allez, comment vous dormez. Je peux vous dire que le sommeil est révélateur de beaucoup de choses. Et quand vous les interrogez comme ça, déjà, ça perturbe parce que ils n'ont pas l'habitude. Mais là, ils vont dérouler des choses. Donc, ça peut être aussi des leviers. Donc, ça, c'est un premier retour d'expérience. Et le deuxième que je vous fais, c'est que parfois, vous pouvez aussi re-questionner votre process ou vos modalités d'accompagnement. Sous-entendu, pour passer un peu plus de temps sur la personne plutôt que le projet ou la situation de l'entreprise lors des rendez-vous, c'est du coup de repenser l'aval du rendez-vous, le pendant et l'après. Et dans l'aval du rendez-vous, par exemple, ça peut être d'aller collecter de la part du porteur de projet, voire du chef d'entreprise, des informations dont vous avez besoin pour le rendez-vous, que vous pouvez préparer, et du coup avoir un temps beaucoup plus qualitatif avec le porteur de projet ou le chef d'entreprise pendant ce temps de rendez-vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ça, c'est aussi des nouvelles... Enfin, des nouvelles, non. C'est de repenser, en fait, la manière de travailler au quotidien. Et puis, dernier point, c'est que la résonance qu'on peut parfois avoir dans nos propos vis-à-vis du porteur de projet ou de la personne accompagnée, c'est que ça peut jouer aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que la situation de la personne qu'on a en face de soi, son état émotionnel, et là je vais vous faire rapidement écho sur ce qu'on a vécu en tant qu'accompagnant durant la crise Covid. Vous avez dû avoir potentiellement des chefs d'entreprise en colère, en larmes, dans un état émotionnel des plus compliqués. Et pour certains, ça a été peut-être très compliqué à vivre parce que potentiellement, vous êtes éponge, vous absorbez. Alors, une personne comme ça par jour, ça peut passer. 2, 3, 4, 5, 10 par jour. À la fin de la journée, c'est émotionnellement, ça peut être très, très lourd à porter. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la vigilance aussi à avoir. Donc là, c'est pareil. Je reprends sur quelle distance ou proximité distancée. Proximité, mais pas promiscuité. Ouais, puis c'est proximité distancée. Quelle proximité distancée vous mettez en place vis-à-vis aussi des personnes que vous accompagnez et attention à la posture du sauveur. Hein? Parce que ça aussi, ça peut mener, dans le cadre des métiers de l'accompagnement, ça peut mener à des difficultés. Et on est face aussi à un métier qui est de plus en plus énergivore, de l'exigence. Et puis en matière d'impact, il y a de plus en plus dans ces métiers-là, on est sur l'humain, au-delà du projet. C'est tout ce que ça nécessite aussi en matière de bonne santé psychique et de bonne santé émotionnelle. Donc voilà, ça questionne aussi ces points-là. Merci Myriam, parce que tu nous fais la transition là avec la dernière partie, puisque tu viens de parler des émotions et que l'idée de cette dernière partie, c'était de mettre en lien le salutoprenariat et votre bien-être à vous, le bien-être de l'accompagnant. Et donc, on a dit que le créateur n'était pas toujours à l'écoute des émotions. Alors, tu as commencé un peu par ça tout à l'heure, ni de ses émotions, ni de ses besoins d'ailleurs. Et l'accompagnant peut aussi également avoir des difficultés par rapport à ce que tu viens de dire, de gérer cette distance et d'être à l'écoute de ses propres émotions à lui. Alors Laure, comment on fait ? Alors, déjà, il faut savoir que les émotions, les positives ou les négatives, en réalité, elles ne sont pas positives ou négatives, elles sont toutes importantes. Il faut savoir qu'elles sont là pour une bonne raison. Donc, si je me sens en colère, si je me sens triste, c'est que derrière, il s'est passé quelque chose qui a touché quelque chose en moi. Donc, l'idée, c'est pas de dire « Ah non, mais c'est pas le moment d'être triste ou c'est pas le moment d'être en colère, je mets ça sous le tapis, je m'en occupe pas. » Parce que ça va ressortir plus tard et ça va ressortir 2 fois, 3 fois plus fort. Donc, l'idée, c'est de se poser, prendre un temps et de se dire « Ok, je me sens en colère, mais pourquoi je me sens en colère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a mis en colère ?» D'aller creuser un petit peu sur
qu'est-ce qui a déclenché cette émotion et du coup, quel est le besoin qu'il y a derrière. Et d'aller essayer de répondre à ce besoin. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur les choses qui sont sensibles chez nous et qui peuvent être touchées par certains mots, par certains comportements, et de dire, voilà, comment moi je vais gérer ça, parce que si j'y arrive, et derrière, mon émotion, elle aura fait son boulot, elle m'aura alerté, et hop, elle va disparaître. Parce que je l'aurais écouté et j'aurais travaillé derrière, j'aurais creusé un peu pour comprendre ce qui se passe. Donc les émotions, il faut les écouter, il faut les ressentir. Voilà, si on a envie de pleurer, on est tous humains. Des fois, moi, ça m'arrive d'avoir des chefs d'entreprise au téléphone. Leur histoire, elle me touche tellement que j'ai les larmes aux yeux. Je suis au téléphone, mais j'ai les larmes aux yeux. Je compatis avec eux. Mais dès que je raccroche, c'est fini. Je passe à autre chose. D'ailleurs, sur le moment, je suis dans la compassion. Je vais m'autoriser à ressentir les émotions. Mais après, je prends ma distance. Et ça, c'est très important pour se protéger, d'accord ? Donc, on peut, sur le moment, ressentir des émotions. On peut les laisser s'exprimer. On peut les exprimer dans son coin. Mais voilà, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Parce qu'on nous dit souvent, surtout les hommes, il ne faut pas pleurer. Parce qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Non, non. Hein. Donc, si vous avez besoin de pleurer parce qu'il y a une grosse journée, parce qu'il y a eu des cas un peu compliqués, on lâche. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Et pour compléter, peut-être, ce qui serait intéressant, c'est que tu reviennes sur la notion de l'échec qui peut être ressenti. C'est-à-dire l'échec de l'entrepreneur peut-il être ressenti comme un échec par l'accompagnant ? C'est-à-dire si vous avez quelqu'un que vous accompagnez qui échoue dans son projet, potentiellement vous pouvez ressentir de la culpabilité. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que en fait, il y a en psychologie il y a un terme qui s'appelle l'internalité, d'accord ? Et donc il y a des personnes qui sont dites internes et des personnes qui sont dites externes. Alors les entrepreneurs par nature sont très internes, d'accord ? Donc l'internalité, c'est en gros, si je réussis, c'est grâce à moi, mais si j'échoue, c'est de ma faute. Par contre, la personne externe, ça va être la personne qui dit si je réussis, c'est que j'ai de la chance. Si j'échoue, c'est que j'ai pas de chance ou c'est à cause des autres. En gros, c'est jamais de sa faute, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, je pense que par nature, vous étant des entrepreneurs, la plupart d'entre vous, et surtout étant dans une position où j'accompagne l'autre, ça veut dire que vous allez être souvent dans ce rôle un petit peu d'internalité, malgré vous, et que donc vous pouvez vous attribuer les échecs des autres. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que la culpabilité, oui, mais quand elle a une raison d'être. Si je fais quelque chose de mal, c'est normal que je culpabilise. Par contre, si la personne que j'accompagne échoue, c'est pas forcé. Enfin, je peux avoir une petite part de responsabilité, mais le chef d'entreprise, c'est quand même lui qui tient les rênes. Donc, et c'est bien souvent même pas sa faute à lui, c'est souvent un problème de conjoncture. Comme là en ce moment, c'est souvent un problème de conjoncture qui fait qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent leurs entreprises. C'est le Covid, c'est la crise en Ukraine, c'est l'augmentation des charges, etc., etc. Donc c'est important, quand on a cette position interne, et surtout quand on est accompagnant ou dans le soin, on a ce qu'on appelle un schéma souvent d'abnégation, c'est-à-dire en fait je fais passer les besoins des autres ou de l'entreprise avant les miens. Donc ça c'est pareil, chez les entrepreneurs on le retrouve beaucoup, mais chez les accompagnants et les personnes qui travaillent dans le soin, on le retrouve beaucoup aussi. Donc attention, oui je fais passer les besoins de l'autre avant les miens pendant le moment où je suis avec lui, c'est-à-dire que pendant le rendez-vous, la personne a ma priorité, mais après attention, je me détache et surtout j'accompagne du mieux, mais je dois garder en tête que je vais potentiellement avoir un certain nombre de personnes que j'accompagne qui vont échouer et que ça ne sera pas de ma faute. D'accord ? Donc c'est vraiment important pour se protéger, d'avoir ce recul. Merci Laure. Alors, on va garder quelques minutes pour les questions, donc on va essayer de faire court sur les deux dernières questions. Je crois, Myriam, que tu voulais compléter en précisant justement le fait de ne pas être seule. Ouais. Effectivement, dans nos métiers, parfois on peut se sentir seul, isolé, comme un chef d'entreprise dans ce quotidien. Donc, dans les bons retours d'expérience, il est important d'avoir un ou des groupes de ressources. Donc, on parle, vous connaissez bien, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Dans des choses très concrètes, ça peut être d'échanger avec des pairs sur une problématique, sur un cas d'entreprise ou un cas d'accompagnement qui vous a
voilà, émotionnellement affecté ou pour lequel ça a été compliqué pour vous. Ça peut être la participation à des ateliers de co-développement, bien évidemment tout ce qui est lié à la formation, à l'accompagnement type coaching. Ça peut être aussi des vraies ressources. En gros, c'est partager et demander de l'aide, oser demander de l'aide quand il y a besoin. Donc ça, c'est important. Autre point que je souhaitais souligner et faire le parallèle en fait avec ce que vous avez eu sur le satisfactomètre. Laure, quand elle l'a présenté, vous a dit effectivement l'un des premiers indicateurs de satisfaction, c'est et donc de bonne santé, de facteurs de bonne santé, c'est la satisfaction des clients. On a le parallèle chez les accompagnants. Pourquoi ? Parce que typiquement, il y a de la reconnaissance, c'est source de motivation, de confiance en soi, d'estime de soi. Et en plus, ça booste les bonnes hormones, parmi lesquelles la sérotonine et la dopamine. Donc voilà, on se nourrit aussi de cette satisfaction-là. Et puis, pour préserver son équilibre d'accompagnant dans le quotidien, c'est de mettre en place, alors on va parler d'hygiène de vie, mais au sens très large du terme, c'est de savoir tirer la sonnette d'alarme quand vous commencez à voir que le planning ou la charge de travail par exemple va être un petit peu trop tendu, puisque je vous l'ai dit, on est sur des métiers qui nécessitent énormément d'énergie. Pour ceux qui font de la formation, vous savez ce que c'est, et du coup un des conseils c'est c'est de se préserver dans son bien-être. Et puis je vais faire le parallèle avec une phrase, on dit s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Et bien là, c'est s'accompagner soi pour pouvoir accompagner l'autre. C'est très important de ne pas non plus s'oublier dans cet accompagnement-là. Merci Myriam. Alors du coup, tu as condensé tes deux réponses. Voilà, donc comme mot de la fin, on avait dit avant d'accueillir les questions, on avait dit qu'on referait un petit tour de table. Donc tu viens de t'exprimer sur la question, on va laisser la parole à Laure et Mathieu. Et l'idée c'est, on a évoqué la contagion des émotions tout à l'heure. Et du coup peut-être dans ce congrès qui a pour thème justement le bonheur, peut-être finir par cette théorie de la contagion du bonheur, et en quoi l'aspect salutogène du rebond pour l'entrepreneur, c'est aussi un rebond pour les accompagnants. Voilà, c'est un peu notre synthèse, on va dire, de la table ronde. Oui, forcément, on a tendance à dire que le positif attire le positif. C'est vrai, si vous avez face à vous quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est boosté, vous allez forcément prendre un petit peu de ça avec vous. Donc ça, c'est l'effet super positif. Juste pour rebondir par rapport à ce qu'avait dit Myriam, c'est juste, si vous sentez que pour vous c'est compliqué parfois, faut pas hésiter à vous faire accompagner avec les mêmes finalement outils que vous proposez aux personnes que vous accompagnez. Ça veut dire l'hypnose, ça veut dire la méditation, ça veut dire un psychologue, un sophrologue, peu importe, mais d'ajuster aussi votre propre pratique à vos propres besoins et vos propres limites, mais tout en savourant autant que possible tout ce qui peut être positif dans les relations que vous avez avec les personnes que vous accompagnez. Parce qu'en fait, on a tendance à passer très vite sur les choses positives qui nous arrivent et à accorder beaucoup plus de temps et d'énergie mentale à ce qui ne va pas, ou aux petites choses négatives qui se sont passées dans la journée ou durant un entretien. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment fêter par exemple, quelqu'un qui réussit dans son projet, fêtez-le avec la personne, ou fêtez-le avec vos amis ou avec vos collègues accompagnants, mais vraiment marquez le coup à chaque fois qu'un projet qui marche, ou à chaque fois que vous avez quelque chose de positif qui s'est passé dans votre activité ou dans votre vie perso, prenez vraiment le temps d'y accorder de l'attention, de savourer ce moment-là et vraiment de profiter de toutes ces émotions positives qui en découlent en fait. Merci Laure. Mathieu ? Pour compléter, justement, faites des expériences de récupération ou de ressourcement vous-même. Ce que vous pouvez proposer, justement, comme le disait Laure, auprès de vos entrepreneurs, faites la même chose. C'est quelque chose qui est vraiment très bon pour vous. Vous détacher, vous relaxer, prendre un moment pour maîtriser une activité en dehors de votre travail, avoir du contrôle sur ce que vous faites en dehors de votre travail. Tout ça, c'est des choses qui pourront être bénéfiques et vous améliorer le niveau de votre bien-être.
et niveau de votre non-épuisement professionnel. Et surtout que plus vous êtes bien, et plus justement, un peu comme le disait Laure, vous allez pouvoir justement partager ce bien-être auprès des personnes que vous accompagnez. On sait que le bonheur, c'est contagieux, et que le bien-être, c'est contagieux, c'est la même chose, c'est le même terme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, parce que vous allez permettre aux entrepreneurs d'être mieux. Les entrepreneurs seront peut-être mieux grâce à vous aussi, à votre bien-être, et pourront aussi le partager auprès de leurs salariés, etc., etc. Et on partage justement ce bien-être, on le véhicule. Plus on est mieux on est, et plus on arrive à véhiculer du bonheur. Voilà. Merci Mathieu. Alors maintenant, on va passer aux questions-réponses. Est-ce que certains... Alors, peut-être je vais... Oui. Merci. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, enfin, comme traitement en quelque sorte, c'est l'échec. En fait, l'échec, je vous recommande un livre formidable qui a été écrit par Charles Pépin, qui s'appelle Les vertus de l'échec. Nous, dans l'accompagnement qu'on fait avec nos créateurs d'entreprises chez Adprox, eh bien, je leur fais lire, je leur recommande, parce que apprendre à échouer et à positiver l'échec comme une expérience, parce que on dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais en général ce qui ne me tue pas tue les autres, mais bon mais voilà, il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec l'échec et à positiver l'échec, donc je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point quand même, parce que sur le dépôt de bilan, quand vous parlez du dépôt de bilan, j'ai toute une expérience d'expert comptable, et effectivement, quand j'ai annoncé à des entrepreneurs qu'ils devaient effectivement déposer le bilan, je me suis un peu senti dans la position de l'oncologue qui annonce le cancer à un de ses patients, en disant: vous avez le choix entre l'opération et le remède de cheval, et puis on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc effectivement, il y a vraiment de très très grandes précautions à prendre là-dessus, et je vous rejoins complètement là-dessus. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'échec. Tu veux y aller d'abord, Myriam, peut-être Myriam, je sais pas. Fin de la table. Moi, sur le plan psychologique, j'ai des choses à dire sur l'échec. Il faut savoir qu'en France, on a un gros problème avec ça. Et moi, je le vois au quotidien avec ceux que j'ai au téléphone. Moi, j'essaye de leur expliquer que échouer, c'est aussi apprendre de ses erreurs, faire mieux la fois d'après, mais que c'est un problème sociétal. C'est-à-dire qu'en France, depuis qu'on est tout petit à l'école primaire, on nous apprend que si on échoue, on est nul. Alors là, il y a un point de vigilance que je peux vous donner par rapport aux entrepreneurs, c'est les entrepreneurs autodidactes. C'est-à-dire les entrepreneurs qui étaient en échec scolaire quand ils étaient gamins, qu'on leur a toujours dit qu'ils arriveraient à rien, et au final, ils ont réussi à monter une entreprise où tout se passait bien, qui allait bien, puis un jour, on commence à avoir des difficultés. Et là, justement, ce spectre-là de l'échec et du « je suis bon à rien » revient en puissance, et la personne se dit « mais il faut surtout pas que j'échoue, parce que sinon, ça veut dire qu'ils avaient tous raison ». Et là, on se retrouve avec une personne, du coup, qui va tout faire pour pas justement liquider l'entreprise au point de se mettre en danger, de s'endetter encore plus, etc., etc. Et ça, moi, des fois, ils en ont pas conscience et je le fais ressortir. Mais c'est vrai que là, alors nous, on peut évidemment les sensibiliser à l'échec, et je vous invite à le faire très tôt, c'est-à-dire leur dire voilà, quand on monte un projet, on peut réussir, mais on peut aussi échouer. Mais c'est pas grave. Si on échoue, c'est pas grave, on apprend de ce qui s'est passé et on refait. Mais on a un problème culturel là en France. Et donc, peut-être ce que je vous invite à faire, c'est aller dans les écoles primaires ou dans les collèges, dans les lycées, parler de votre métier et parler de l'échec, justement, aux étudiants, aux enfants, à vos propres enfants. C'est comme ça qu'on va réussir à changer les choses, c'est avec les nouvelles générations. Parce que là, pour les générations, nos générations à nous, on a déjà été tellement conditionnés. Ou alors après, encore une fois, thérapie, travail sur le conditionnement lié à l'échec, pour réussir à se sortir de cette peur de l'échec. Mais voilà, il y a du boulot, quoi. Mais oui, moi, je pense comme vous, c'est-à-dire que l'échec, c'est quelque chose de finalement très positif. Voilà. Je vais peut-être même le rajouter sur la liste que je donne aux entrepreneurs que j'ai au téléphone. Merci pour la source. Et pour compléter, il n'y a pas que les autodidactes qui sont dans cette situation-là. C'est que dans l'artisanat, on a majoritairement des professionnels qui sont issus de l'apprentissage. Sur plusieurs générations où l'apprentissage a été
la voie de garage, difficultés scolaires, etc. Donc ça fait effectivement complètement écho. On est face à un public où il y a beaucoup de surinvestissement parce que je dois prouver que je suis capable et que je vais réussir, coûte que coûte, quitte à ce que je sacrifie ma propre santé. Donc très clairement, moi, c'est des sujets que je mets sur la table, soit en individuel, alors de manière beaucoup plus avec une approche psycho et vraiment de la pédagogie, et puis de manière très ludique quand c'est en collectif, pour justement déstigmatiser, démystifier et de se dire, mais alors, il y a des conséquences, forcément, mais c'est pas grave. Et on apprend de ses échecs, on n'apprend pas de ses réussites. Donc voilà, je ne sais plus qui disait que l'échec, c'est le brouillon de la réussite. Mais c'est ça. Voilà, maintenant, culturellement, c'est ancré dans notre pays. Et d'ailleurs, d'où les associations 60 000 rebonds qui militent et qui agissent au-delà de militer pour justement accompagner au maximum sur ces questions-là. Et bien évidemment, le dépôt de bilan, là, je fais résonance à une situation qu'on a vécue, donc je ne peux être que d'accord avec ce que vous avez dit. Pour compléter sur l'échec, peut-être dans un autre secteur d'activité, dans un autre type d'entrepreneuriat, sur tout le volet start-up. Effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de la French Tech, du BIC, etc. Certains des entrepreneurs qui étaient là dans les ateliers étaient en difficulté. Ils ne l'ont pas forcément exprimé de cette façon-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les fait travailler sur la découverte de leurs propres besoins, ils vont apprendre à lâcher prise sur ce qui est important ou pas important pour eux et finalement voir l'échec plus comme un apprentissage pour prendre le tournant. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant de les amener à se dire qu'est-ce que j'apprends tout au long de mon chemin, que je sois en réussite ou en échec. Et donc, d'être dans la découverte de soi. Vraiment, si vous arrivez à amener vos entrepreneurs à démystifier les termes de psychologie, thérapie, tout ce que vous voulez, les amener à être juste dans la découverte de soi, c'est vraiment, à mon avis, l'une des clés pour des entrepreneurs, on va dire, en bonne santé et des accompagnants accomplis, comme le titre. Et justement, qui osent appeler la structure, qui ose demander de l'aide quand ça va pas, plutôt que de passer une nuit, 2 nuits, une semaine, 15 jours, un mois à mal dormir, à se faire des nœuds, etc. et de se dire finalement j'aurais dû appeler plus tôt. Des choses certainement que vous avez vécues. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour, moi je suis sur la transmission pure, donc très intéressant sur la création parce que ça se rapproche parfois un petit peu du repreneur aussi qu'on voit régulièrement. Moi la problématique sur la santé, alors on sort un peu du cadre, c'est le cédant. Typiquement, voilà, la personne qui a 60, 55 ans, qui a fait que ça toute sa vie et qu'on sent sur le fil qui quand elle va arrêter n'a jamais eu de hobby, n'a jamais fait de sport, n'a jamais rien fait d'autre et qu'on aimerait aussi un petit peu aider. Voilà, pas forcément leur dire il faut faire du sport, il faut vous trouver un club, une association pour vous occuper. C'est pas très poli. Mais voilà, essayer un peu de les aider sur ce volet-là parce qu'on sent que ça les freine dans la session. Parce qu'ils ont peur du lendemain, en fait, tout simplement. Et que ça a été toute leur vie, tout leur quotidien pendant des années. Donc voilà, là aussi, un petit peu des pistes de travail à leur glisser, entre guillemets, en entretien, peut-être justement sur la suite. Merci. Ah, on n'a plus de micro, du coup. Sinon, je te passe celui-là. Et du coup, c'est marrant que vous parliez de la transmission parce que ce matin on en parlait. Laure parlait du stress subi, stress choisi. Moi, je parle maintenant même de transmission choisie. Départ à la retraite, autres projets, c'est le moment de vendre, etc. Mais il y a aussi des transmissions qui sont subies. Et là, c'est encore un autre accompagnement parce que le processus de décision qui est assimilable, en fait, une transmission, c'est assimilable au deuil. Donc, c'est vraiment faire le deuil de potentiellement toute une carrière professionnelle, faire le deuil de mon rapport client, faire le deuil, si c'était une structure où il y avait une certaine notoriété, c'est du jour au lendemain, je passe dans l'inconnu,
Donc en fait, il y a, sur le plan psychologique, mais Laure va peut-être appuyer là-dessus, il y a énormément de choses. Alors nous, par exemple, à la Chambre des métiers en Pays de la Loire, on a des conseillers de transmission et il y a des parcours de préparation en fait à la retraite. On est encore resté sur l'aspect retraite, mais potentiellement à l'avenir, on va être sur la préparation justement à la transmission, quelle qu'elle soit, puisqu'on peut transmettre à tout moment. Donc là encore, on a encore à évoluer. Alors oui, bon, processus de deuil, alors pas le même que lorsqu'on perd l'entreprise, mais quand même, surtout si on avait ce rapport de bébé parent avec son entreprise. Alors moi, ça m'arrive d'avoir des entrepreneurs comme ça, qui déjà 2-3 ans avant commencent à se poser la question de qu'est-ce que je vais faire quand je serai à la retraite. Donc, je vous rejoins sur les activités, tout ça. Bon, en fait, c'est des personnes qui ont peur de s'ennuyer, qui ont peur de ne plus être rien du tout, parce que le travail est une grosse part de leur identité. Donc, c'est une perte d'identité sous une certaine forme. Donc, c'est des gens qui sont perdus, donc et qui appréhendent beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui décèdent. Ils vendent, ils décèdent dans la foulée. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est d'aller faire du bénévolat. C'est-à-dire, on reste en activité. On continue d'être utile, parce que c'est le sentiment d'utilité qui est très important. Donc, c'est de leur dire, mais il y a plein de choses que vous pouvez encore faire. Vous pouvez intégrer des associations, comme par exemple, je prends l'association... Ah, c'est quoi son nom ? Ouais, non, je pense pas à celle-là. Il y a des associations qui sont par d'aide aux entrepreneurs avec des seniors. Enfin, je sais pas, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. EG et il y en a une autre, ECTI, je crois. Enfin, voilà. Donc, oui, voilà, ECTI, je sais pas. Donc, de leur dire, voilà, vous avez une expérience, vous avez des connaissances, vous étiez un bon gestionnaire de votre entreprise, c'est une entreprise qui tournait. Apportez cette expérience à ceux qui commencent. Donc, intégrer des associations comme ça de seniors, chefs d'entreprise seniors, pour aider d'autres chefs d'entreprise. Mais ça peut être aussi, en effet, 60 000 rebonds, surtout s'ils ont déjà vécu une liquidation judiciaire, ils peuvent devenir des mentors pour les personnes qui sont en train de liquider, parce qu'ils ont vécu la même chose. Donc l'idée, c'est de les aider à trouver une activité intellectuelle, et non pas forcément physique, qui les fera se rendre utiles. Voilà, et qui continuera d'utiliser leur expertise. Moi, c'est vraiment ça, je dirais, vers quoi les orienter. Parce qu'il y a plein d'associations, après ça peut être aussi les Restos du Cœur, enfin plein d'autres choses, mais voilà, de continuer d'être utile à la société d'une autre façon. Je voulais dire un truc, mais tu as... je vais repartir sur le fait que Olivier Thorez, justement, a parlé de l'existentialisme, et c'est ce côté-là qui fait qu'ils ont un réel besoin de continuer vers quelque chose et d'être actifs. Et justement, là où il y a le plus de mal-être dans l'entrepreneuriat, c'est après l'entrepreneuriat. C'est les personnes qui arrêtent leur entrepreneuriat et qui vont à la retraite. Il y a beaucoup de mal-être à ce moment-là. Et c'est compliqué de savoir vers quoi les orienter. Et justement, j'allais parler aussi de l'associatif, parce que ça permet de rejoindre un petit peu leur travail habituel, de pouvoir avoir un petit peu de règles autour d'eux, de pouvoir faire plein de choses s'ils ont envie, de pouvoir innover s'ils ont envie, et de pouvoir continuer vers quelque chose qui les anime. Donc c'est très intéressant et important. Après, le mieux serait de les prévenir en amont. Après, par la suite, d'arriver à prévenir justement ces difficultés et empêcher d'en arriver là. Voilà. Oui, et de les aider du coup au moment de la création à mettre pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, voilà, vous êtes plutôt sur la fin de parcours, mais pour tous ceux qui sont au début du parcours, c'est justement de les aider très tôt à dire ok, il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail. Et comme ça, dès le départ, ils prennent l'habitude d'avoir autre chose que le travail, et du coup, au moment de céder, c'est plus facile. Donc bientôt, vous n'aurez plus ce type de problématique, puisque vos collègues les auront amenés à agir différemment avant, et donc plus de problème. Ils seront même très contents d'être heureux, finalement, d'avoir transmis. Bon, l'heure a tourné. Je vous invite à poursuivre les échanges dehors, sauf s'il y a vraiment une dernière petite question. Sinon, on poursuit les échanges dehors. Ah, bon, une dernière petite, allez. On va essayer de répondre. Il ne faut pas nous lancer.
Plusieurs fois, c'est revenu que le savoir-faire n'était pas suffisant pour cerner la personne que l'on accompagne. Je voulais savoir justement par rapport à ces détections de profils. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez? Alors j'ai suivi plusieurs fois moi des formations. Cette personne elle est rouge parce qu'elle est plus décisionnelle, ou elle est bleue, ou elle est jaune, ou elle est est-ce que oui, verte, ouais. Est-ce que justement sur l'accompagnement à la personne sur la création d'entreprise ou sur de la transmission, est-ce qu'il y a eu des outils de détection un peu spécifiques qui ont été mis en place ou pas du tout? Oui, alors je vais répondre là parce que tout ce qui est profil entrepreneurial, c'est ma spécialité d'enseignant-chercheur de ma vie d'avant. Alors des outils, des radars, on va dire, d'auto-positionnement, il n'y en a pas des masses. Il y a quelques trucs qu'on trouve sur Internet et puis après on a des tests entrepreneuriaux, MBTI, des choses comme ça que vous devez déjà connaître mais qui sont payants. Par contre, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est qu'il y a plusieurs publications dans les miennes où je synthétise les types de comportements par profil. Et les comportements, ça va être les motivations à la création, ça va être le lien à l'environnement, ça va être le degré de l'innovation, ça va être, voilà. Il y a plusieurs types de caractéristiques, on va dire qu'il y en a une dizaine comme ça. Et en fonction de cette dizaine de caractéristiques entrepreneuriales, il y a des tableaux dressés, on va dire, des 4-5 grandes catégories. Alors attention, ce sont des idéotypes, donc on ne fait pas rentrer l'entrepreneur pile dans une case, mais on arrive à avoir la tendance et du coup les comportements qui vont être initiés dans leur pratique entrepreneuriale derrière. Donc ça, moi je vous invite à lire les travaux qui existent. Et puis la BPI, donc BPI France a fait paraître en 2021, je crois, une étude sur 4 profils d'entrepreneurs. Alors on n'est pas vraiment sur la création, ils ont déjà créé, mais ça reprend globalement quand même des tendances. Attention, parce que les profils peuvent évoluer, je crois que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer start-upper, finir solopreneur. Enfin, je caricature un peu, mais en tout cas, ça peut évoluer, et oui, on peut aller jusque-là. Donc, surtout quand on travaille sur les profils, c'est toujours dans la dimension de « je veux mieux comprendre l'autre, mais je ne l'enferme pas dans une case ». Donc, on ne va pas... lui mettre ça face à la réalité, mais c'est un outil d'aide qui peut dire je fonctionne plutôt comme ça ou je fonctionne plutôt comme ça, donc je le prends en compte dans ma réflexion, mais rien ne vaut le travail individuel sur ses besoins. Voilà. Moi j'ai une réponse à apporter sur le profil plutôt psychologique là, du coup. Donc l'individu lui-même. Moi, tous ceux que j'ai au téléphone, alors je vais parler de l'épuisement professionnel parce que c'est ma spécialité et que surtout à Maroc est plutôt sur ça. Nous, on n'est pas sur le risque suicidaire, on n'est pas sur la dépression. Donc sur le burn-out qui est une problématique, comme je disais, vraiment de lien au travail, d'accord ? C'est pas une maladie, c'est important de le savoir ça. Le burn-out n'est pas une maladie, c'est un syndrome lié au travail et c'est la résultante d'un stress chronique au travail. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de burn-out. D'accord ? Donc c'est très important. Il y a des moi j'ai tout le temps les mêmes profils. D'accord ? Et en général, je m'amuse. D'ailleurs, je leur dis, je suis sûre que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ils me disent, ah bah oui, c'est exactement moi. D'accord ? Donc, pour que vous ayez un petit peu des repérages. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, on ne met pas les gens dans des cases, mais si vous entendez dans la façon dont la personne s'exprime des petites choses qui relèvent un petit peu de ce que je vais vous dire en termes de schéma cognitif, voilà, c'est la petite puce à l'oreille, on est en vigilance. Donc les perfectionnistes, plus. Donc les gens qui sont très perfectionnistes. Les gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes d'abord, mais aussi parfois avec les autres. Ceux-là peuvent être très contrôlants avec leurs salariés et du coup, il peut y avoir des problématiques derrière en termes de management. Et du coup, en termes de délégation. C'est-à-dire c'est des gens qui ne vont pas déléguer parce qu'ils vont partir du principe que si ce n'est pas fait par eux-mêmes, ce n'est pas bien fait. Donc il va falloir revérifier derrière et on perd du temps. Donc exigence élevée, envers soi, envers les autres, perfectionnisme, on va avoir la peur de l'échec, l'intolérance à l'incertitude, c'est-à-dire les gens qui ont besoin toujours de tout savoir. Donc en fait, ils sont tout le temps bloqués dans le futur, mais le futur, on ne le contrôle pas. Il dépend du moment présent, de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi de les ramener dans le moment présent. Parce que quand les chefs d'entreprise sont toujours dans le futur, ils sont obligés d'anticiper tout le temps. Mais le problème, c'est que du coup, ils sont quasiment jamais dans le moment présent, donc ça ne va pas. Donc la peur de l'intolérance à l'incertitude. Après, on va avoir l'abnégation. Donc c'est le fait de faire passer les besoins de l'entreprise avant les siens.
Donc ça, quand c'est pareil, quand c'est très... Mais là, ils vont vous le dire, mon entreprise, c'est mon bébé. Ça, déjà, c'est un gros warning. Et puis après, c'est la difficulté à dire non. C'est-à-dire les problèmes d'affirmation de soi. C'est-à-dire les gens qui ne savent pas dire non à leurs clients, qui acceptent des choses qui ne devraient pas être acceptées parce que c'est un manque de respect, un manque de dignité, des choses qu'on n'accepterait pas de la part de quelqu'un d'autre, mais qu'on accepte du client parce que le client est roi. J'ai horreur de cette expression-là. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, on ne sait pas dire non alors qu'on devrait dire non. Donc, c'est travailler aussi un peu sur l'affirmation de soi, de mettre des limites aux gens, que ce soit les clients, les salariés aussi. Hein. J'en ai qui se font bouffer par leurs salariés. Donc, ça, c'est important aussi. Hein. Donc, c'est que si vous repérez un peu dans ces six gros schémas-là, si vous en repérez quelques-uns, potentiellement, la personne, elle peut assez facilement aller vers l'épuisement, sachant qu'on peut tous tomber dans l'épuisement professionnel. Mais ceux-là vont tomber plus vite que les autres. Voilà pour le profil un peu plus psychologique individuel sur lequel il faut être en vigilance. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que parce qu'on est perfectionniste, on va faire un burn-out. Hein. Mais voilà, c'est un peu un profil type. Et bien leur préciser que ça n'est pas parce qu'ils posent les limites. Par exemple, dire non à un client sur des exigences qui sont vraiment quasiment irrecevables, c'est pas pour autant qu'ils vont perdre le client. Parce qu'ils ont toujours cette grande crainte de dire oui, mais je suis en train de créer, il me faut du chiffre d'affaires, etc. Poser des limites, dire voilà, les choses peuvent se faire bien si elles se font comme ça. C'est aussi se respecter soi et respecter son entreprise et respecter finalement le client aussi. Et ça, ils peuvent l'entendre et apprendre à le faire. Parce que souvent, c'est juste une question d'apprentissage à faire. Voilà. Je pense que ça, c'est important de poser la limite. Sur le client, parfois, il faut se débarrasser de certains clients. Non, mais c'est vrai. Nous, on a beaucoup d'experts comptables au téléphone parce qu'on a un partenariat avec l'Ordre des experts comptables Île-de-France. Mais moi, j'ai ce vrai problème chez les experts comptables. Hein. Ils ont 2-3 clients insupportables là, qui les harcèlent. En plus, en général, c'est ceux qui rapportent le moins d'argent au cabinet. Mais pourquoi vous travaillez encore avec ? Débarrassez-vous-en. Moi, je leur dis comme ça, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ils gardent ces clients-là parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir d'autres. Mais non. Enfin, à un moment donné, si vous avez 3-4 clients qui vous bouffent, mais il faut s'en débarrasser. Vous en trouverez 4 autres qui seront mieux. Hein. Mais ça, c'est important. Vous pouvez peut-être être confronté à ça. Un dirigeant qui vous dit, mais moi, j'ai ce client-là, je le sens pas. Si vous le sentez pas, vous travaillez pas avec. Suivre l'instinct. Suivre son instinct, son intuition, toujours. Et pareil dans le recrutement, hein. C'est important ça aussi. Hein. Si on sent pas la personne, on n'y va pas. Il faut pas laisser le mental contrôler parce qu'on fait des erreurs après. Et après, c'est compliqué pour s'en dépêtrer. Hein. Bon, merci à vous 3 pour cette table ronde et ce partage d'expérience. Merci à tous.